L'industrie des équipements et fournitures médicales joue un rôle absolument crucial dans nos systèmes de santé. Des instruments chirurgicaux de haute précision aux appareils d'imagerie sophistiqués en passant par les consommables, ce secteur est synonyme d'innovation et de responsabilité. Donc, au-delà de sa mission vitale, c'est aussi un domaine où la compétition est particulièrement structurée. Explorons ensemble les facteurs déterminants qui sculptent son environnement concurrentiel. D'emblée, il faut souligner que l'accès à ce marché est particulièrement ardu pour les nouveaux venus ou les nouveaux entrants. L'impact de nouveaux entrants potentiels est donc généralement considéré comme faible. C'est un marché difficile à pénétrer. D'accord? Plusieurs raisons expliquent cette situation. Tout d'abord, l'investissement en recherche et développement est considérable. Les entreprises doivent souvent consacrer des sommes importantes et beaucoup de temps pour mettre au point des produits qui non seulement fonctionnent, mais qui soient aussi commercialement viables. Pour une nouvelle entreprise, par exemple, surtout de petite taille, financer ces dépenses nécessaires pour surpasser les options existantes peut représenter un obstacle majeur. Ensuite, le parcours réglementaire est une autre montagne à gravir. Donc, les fabricants de dispositifs médicaux font face à des exigences strictes, incluant de longs essais cliniques sur les animaux, puis sur l'homme, ainsi qu'une documentation volumineuse exigée par des instances comme la FDA aux États-Unis. Donc, il faut vous dire ici que quand on vend ici un équipement médical, c'est quelque chose qui va toucher le corps humain. Soit c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à insérer dans le corps humain ou bien en surface. Donc, c'est parfois non invasif ou invasif. Donc, ce qui nécessite ici une approbation réglementaire. Et ça prend du temps. C'est pas très différent du médicament. Enfin, il y a certaines nuances ici, mais c'est pas très différent ici de la réglementation ici pour les médicaments. Ce qui veut dire également que les procès, on en a généralement au sein de ces entreprises. OK? Donc, ce n'est pas rare. Ça va également dire que ça a un effet généralement sur le multiple de valorisation. Et quand on parle d'équipement, d'équipement ou bien de fourniture, il faut vous dire ici qu'il y a également des sous-segments. Par exemple, ça peut être de l'équipement pour tout ce qui touche ici la chirurgie cardiovasculaire ou bien la chirurgie orthopédique ou bien également les dispositifs, les implants dentaires ou également des dispositifs pour mesurer ici le taux de glycémie dans le sang. J'espère que c'est comme ça qu'on le dit. Hein. Bref, il y a tout type de dispositifs. OK? Donc, il y a des gros dispositifs comme les scanners. Il y a des petits dispositifs comme les produits vendus ici par Dexcom, par exemple. Donc, obtenir l'autorisation pour un nouveau dispositif implique aussi la validation du site de fabrication. Et même après avoir reçu le feu vert, une entreprise n'est pas à l'abri de poursuites judiciaires liées à d'éventuels problèmes avec son produit. Allez vérifier. Chacune des entreprises dans ce secteur d'activité, la question généralement à se poser, c'est est-ce qu'on a des procès en cours? Si oui, ça provient d'où? Est-ce qu'on a déjà eu à rappeler un produit par le passé? C'est important. Ça vous donne une idée générale de là où vous mettez les pieds. Surtout quand vous pensez qu'on a une entreprise qui est sous-évaluée. Comme je l'ai toujours dit, quand le marché vous propose une entreprise qui paraît, entre parenthèses, sous-évaluée, il y a toujours un problème. La sous-évaluation viendra uniquement du fait que le problème en question, en date d'aujourd'hui, est temporaire. D'accord? Mais si vous, après la lecture des rapports financiers, vous découvrez que c'est plutôt un problème durable, ce n'est peut-être pas une bonne affaire. Donc, le prix baisse, certes, les multiples sont certes bas, mais il faut toujours aller vérifier pourquoi est-ce que le marché nous propose ce prix-là. C'est important. Enfin, même avec un produit innovant et approuvé, la concurrence existante est redoutable. Les nouveaux entrants se mesurent souvent à des fabricants bien établis, expérimentés et diversifiés, notamment lorsqu'il s'agit de décrocher des contrats avec de grands groupes d'achat hospitaliers ou des cliniques. Il est généralement difficile de déloger des produits déjà reconnus comme sûrs et efficaces, à moins que le nouveau dispositif ne prouve une supériorité significative ou un coût bien moindre. À cela s'ajoute la loyauté de certains médecins à leurs marques ou délégués commerciaux préférés et la nécessité de convaincre les organismes payeurs de rembourser le nouveau dispositif pour assurer son succès. Posez-vous toujours la question de savoir qui paye pour ce type de produit-là. Est-ce que c'est remboursé par le système d'assurance ou pas?
Parce que si ce n'est pas remboursé, ça sera plus difficile à vendre, sauf si le coût est moindre. OK? Donc, les coûts de formation, que ce soit des équipes de vente et des praticiens, les frais de contentieux potentiels sont également des facteurs non négligeables. On peut donc se dire ceci. Ces barrières à l'entrée étant posées, qu'en est-il de la menace que représentent les produits alternatifs? Lorsqu'on évalue la facilité avec laquelle les produits existants peuvent être remplacés par des solutions différentes, la réponse varie, mais globalement, l'impact des substituts est jugé faible à modéré, donc ça dépend du type de produit. Pour les équipements lourds et coûteux, par exemple, la substitution est souvent peu probable. Prenons un exemple ici fictif d'un hôpital ayant payé 1 million de dollars, 1,5 million de dollars pour une plateforme de chirurgie robotique et formé de nombreux chirurgiens à son utilisation. Il est très peu probable que cet hôpital revienne à la chirurgie traditionnelle, surtout si c'est efficace, ou même opte pour la plateforme d'un concurrent. Pourquoi? Donc, un tel changement impliquerait de reformer les chirurgiens, d'amortir la valeur restante de la machine actuelle et d'investir dans un nouvel équipement. Donc, des coûts que la plupart des établissements préfèrent éviter. Donc, la situation est quelque peu différente pour les dispositifs médicaux, plus petits et moins onéreux, bien que le changement ne soit pas trivial. Donc, il faut faire attention. Donc, ici, les habitudes des praticiens jouent un rôle important. Modifier les techniques ou les produits utilisés lors d'une procédure peut potentiellement entraîner des résultats moins favorables pour les patients, ce qui freine naturellement l'adoption de substituts. De plus, un autre élément qui limite le recours aux substituts est le temps nécessaire pour que la différenciation d'un produit soit reconnue. Dans cette industrie, les nouveaux dispositifs médicaux nécessitent souvent des études de suivi, des évaluations approfondies pour prouver leur valeur ajoutée aux médecins et aux assureurs. Donc, un processus qui peut prendre plusieurs années. Donc, on peut également se dire ici que ces entreprises bénéficient d'un coût de commutation élevé. Après avoir considéré l'impact des nouveaux entrants et des substituts, il convient d'analyser l'influence des acheteurs de ces équipements. Parce que qui paye? Les principaux acheteurs dans ce secteur sont sans surprise les fournisseurs de soins de santé, c'est-à-dire majoritairement les hôpitaux. On a parlé de fournisseurs, on n'a pas parlé de gestionnaires, quoique dans une certaine mesure, les gestionnaires de soins de santé également jouent un rôle. Okay? Quand on parle de gestionnaires de soins de santé, ce sont les UNH, ce genre d'entreprise-là, qu'on appelle vulgairement également assurance santé. Mais ici, on parle des fournisseurs de soins de santé, comme les hôpitaux, les cliniques. Donc, ces dernières années, une vague de consolidation, parce que c'est ça qu'il faut. Quand vous voyez ici, qui paye? Si je me mets ici à la place, je regarde ici, on a la vue d'ensemble de cet environnement concurrentiel est majoritairement nord-américaine, mais ça ne va pas énormément dépendre des autres régions du monde. La seule différence ici, c'est que si on va, par exemple, en France, vu que c'est généralement public, très peu privé, il y a de fortes chances qu'il y ait une seule centrale d'achat, qui est généralement ici l'État. Okay? Mais l'État va généralement favoriser le dispositif le plus efficace, même s'il coûte un peu plus cher que le concurrent, surtout si le concurrent n'a pas énormément de data. Dans ces dernières années, une vague de consolidation au sein de ces établissements a renforcé leur pouvoir de négociation face aux entreprises d'équipement et de fourniture. Ça, c'est pour la partie nord-américaine, particulièrement aux États-Unis. Dans d'autres régions du monde, vu que c'est public, de manière générale ici, on va se dire que c'est déjà consolidé parce qu'il y a un seul acheteur. Donc, leur influence est donc considérée comme modérée, donc ça dépend. Ironiquement, ces grandes organisations de prestataires sont souvent aussi les meilleurs clients car elles ont la capacité de négocier des taux de remboursement élevés auprès des assureurs pour les procédures médicales utilisant ces technologies. De plus, les hôpitaux cherchent souvent à s'approvisionner auprès de fabricants capables d'offrir une gamme étendue d'équipements et de fournitures, ce qui peut rendre les petits fabricants spécialisés moins attractifs. C'est-à-dire que si je fournissais des équipements pour le diabète, pour la chirurgie cardiovasculaire, pour la chirurgie orthopédique ici, je serais généralement favorisé comparé à quelqu'un qui fournit, une autre entreprise qui fournit uniquement des produits pour le diabète. Je ne parle pas ici de GLP-1, hein, non. On ne parle pas des médicaments, on parle des équipements. OK? Donc, c'est une tendance qu'on a même généralement qu'on retrouve également, excusez-moi pour la tautologie, c'est une tendance qu'on retrouve généralement également sur les compagnies, enfin, dans le segment des softwares.
d'accord, les vendeurs de logiciels ici. Les entreprises qui achètent des logiciels ne veulent plus faire affaire avec 1 milliard d'entreprises. Bon, je dois faire affaire avec Adobe, Salesforce, ensuite je dois aller voir, comment on appelle ça, Dassault Systèmes. Non. Si je peux avoir une entreprise qui fait ce que Adobe fait, ce que Salesforce fait, ce que Dassault Systèmes fait, c'est encore mieux. Parce que moi, je prends en volume ici, et donc j'ai affaire avec une seule personne. On veut réduire le nombre de fabricants spécialistes, on veut réduire le nombre de fournisseurs. C'est très commun également dans ce secteur d'activité-là. Donc, c'est un risque. C'est pour ça également que vous allez voir beaucoup d'acquisitions. Il me semble que dernièrement, CRM a fait l'acquisition, enfin, est en procédure d'acquisition ici d'Informatica. Et Informatica a un segment ici qui est très similaire à une partie du business Dassault Systèmes. Donc, je vous dis ça comme ça, hein. Allez-y, regardez. Parce que tout est légèrement lié, les amis. Parfois, vous pouvez penser que ça concerne juste le secteur médical, mais il y a des tendances qu'on retrouve ailleurs. Toutefois, cette influence des acheteurs s'amenuise pour certains produits spécifiques, notamment ceux qui n'ont pas d'équivalent direct ou qui sont considérés comme supérieurs ou essentiels pour traiter des problèmes de santé particuliers. Si l'influence des acheteurs est ainsi caractérisée, quel est le poids des fournisseurs qui alimentent cette industrie en composants et matières premières? Parce que si moi, Dexcom, je vends un produit, j'ai mes clients, mais j'ai également des fournisseurs. Alors, en ce qui concerne les fournisseurs de cette industrie, leur pouvoir est globalement considéré comme faible à modéré. Et donc, ça dépend. Cela s'explique en partie par leur grand nombre et leur implantation mondiale, ce qui tend à diluer leur force de négociation individuelle. Cependant, cette règle générale connaît des exceptions. Par exemple, les fournisseurs de composants complexes, uniques ou difficiles à remplacer peuvent détenir un levier plus important. De surcroît, étant donné que ces dispositifs sont utilisés dans ou sur le corps humain, donc invasifs ou non invasifs, les fournisseurs eux-mêmes peuvent être soumis à des exigences réglementaires strictes. Ceux qui peuvent garantir une conformité constante à des protocoles et procédures spécifiques pourraient ainsi jouir d'une position plus forte. Par exemple, Dexcom, excusez-moi, je parle de Dexcom parce que j'ai lu sur Dexcom il y a quelques temps, d'accord? Enfin, c'est ce que je faisais avant de faire cette vidéo-ci. Et sur Dexcom, on a remarqué ici qu'ils voulaient internaliser ici la fabrication, la plupart ici, des composants de leurs produits. Et on s'est rendu compte qu'il y a je pense que c'était un joint, quelque chose comme ça, qu'ils ont voulu faire en interne, donc de se passer d'un fournisseur bien spécifique ici, et ils se sont rendus compte que le joint en question ne tenait pas la route à long terme, donc il avait tendance à se détériorer, ce qui veut dire que ça peut entraîner des procès à long terme. Tout simplement parce qu'on a voulu économiser de l'argent en internalisant les choses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti chez notre fournisseur d'origine. Donc, ce n'est pas parce que... donc, il faut faire attention par rapport à la chaîne d'approvisionnement. OK? Il faut bien la sélectionner. Et quand bien même on veut nous-mêmes faire les choses en interne, il faut être certain qu'on a à peu près, même pas à peu près, que le produit offert par nos fournisseurs et ce que nous on fait en interne présentement, que ce soit des produits parfaitement substituables, que ce soit des équivalents. Donc, c'est souvent dangereux à ces niveaux. Mais bref, c'est une façon également d'économiser de l'argent pour ces entreprises-là. Donc, on ne leur en voudra pas ici de vouloir essayer d'économiser en termes de coûts. Mais ça peut avoir un impact au niveau ici des répercussions s'il y a un problème plus tard. Enfin, ça peut avoir un impact au niveau des... Non, ça peut avoir un impact au niveau de la santé ou bien au niveau de la qualité des dispositifs en question. Maintenant que nous avons exploré les influences externes et celles des partenaires commerciaux, tournons-nous vers la dynamique interne du secteur, à savoir la compétition entre les entreprises elles-mêmes. Ici, l'intensité est indéniablement élevée. Je reviens encore sur Dexcom. Dexcom opère sur un marché ici de près de, disons, à peu près 4 à 5 milliards par là en date d'aujourd'hui. Le marché va avoir tendance à croître de l'ordre ici de... Voilà, on s'attend à peu près à ce que ce marché-là double d'ici 2033 à 2030, entre les deux, hein, parce que les deux, grosso modo, à peu près à cette période-là, exagérant en 2033, faisons ça. Donc, c'est un marché ça sera à peu près un marché d'une dizaine de milliards à cette période-là. Ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances que Dexcom double en termes de chiffre d'affaires. C'est également une pathologie ici
ils auront tendance à avoir de plus en plus de clients demain. Mais dans ce secteur, le produit que propose Dexcom, ils ne sont pas les seuls. Il y a également une entreprise qu'on appelle Abbott, avec son Freestyle Libre, un truc comme ça. Et Dexcom, c'est le G6, je pense bien. Et vous allez voir, ici, ce sont des dispositifs ici pour ceux qui veulent à peu près mesurer leur glycémie, etc. Parfois, vous les voyez avec un petit patch blanc sur leur bras. Donc, directement, ce truc-là envoie des signaux sur leur téléphone portable quand le taux de glycémie est assez bas, ce qui leur permet ici ou bien assez élevé, ce qui leur permet ici de mieux réguler à peu près je pense que par rapport à l'insuline qu'ils doivent prendre ou bien ce genre de choses. Parfois même, ça injecte l'insuline ici directement. Bref, allez-y voir si ça vous intéresse de manière générale. Ce n'est pas le but ici. Mais le marché est concurrentiel. Et je parle de cette entreprise, pourquoi? Parce que Dexcom est une compagnie en croissance. Mais vous allez vous remarquer ici que la croissance ralentit. Pourquoi la croissance ralentit? Tout simplement parce qu'un concurrent qu'on appelle Abbott baisse les prix. Et il y a quelque chose d'assez particulier dans ce domaine-là, c'est qu'en fait, le vrai business, ce n'est pas d'avoir les marges élevées en date d'aujourd'hui, c'est de signer le maximum de personnes. Parce qu'une fois qu'on les a signés, ce sont des revenus récurrents. Allez-y regarder. Ce sont des revenus récurrents. Quelqu'un va aller analyser Dexcom, il va dire, oh, les marges sont très peu élevées, voilà, la croissance a ralenti. Mais quand tu rentres dans la dynamique concurrentielle du secteur d'activité, tu te rends compte qu'actuellement, nous sommes sur un marché en croissance. Le but est de prendre et de signer le maximum de personnes en date d'aujourd'hui. Parce qu'une fois qu'ils sont captifs, en fait, c'est un business récurrent. Ou rappelez-vous, qu'est-ce que je dis plus haut? Les entreprises dans ce secteur d'activité ont généralement ce qu'on appelle un switching cost, un coût de commutation élevé. Ah oui. Donc, Dexcom au prix actuel n'est peut-être pas surévalué, est peut-être même intéressante. OK? Et là, je parle justement uniquement du marché nord-américain, le 10 milliards en question. Parce qu'en réalité, c'est une quarantaine de milliards si on se projette en 2030. Donc, le 10 milliards en question, c'est uniquement aux États-Unis par rapport à ce qu'ils vendent. Donc, le potentiel de croissance à l'extérieur est élevé. Ah, mes amis, j'adore ça. Allez-y, regardez. Et donc, ça change la donne quand on analyse du Dexcom, par exemple. Si je viens là, Dexcom, je pense que dans la note d'analyse, je vous renvoie ici sur la vidéo quantitative qu'on a fait tantôt. Donc, si je viens là, Dexcom, on va aller regarder ça rapidement. Donc, je cherche à peu près le secteur d'activité qu'on appelle Healthcare. Donc, c'est la watchlist ici. Donc, vous pouvez avoir accès à la watchlist en description de la vidéo. On regarde ça rapidement. Healthcare, voilà. Equipment and Supply. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de Dexcom? Dexcom était légèrement sous-évalué. Et ça en prenant en considération une certaine croissance. Donc, certains vont se dire, ah, mais c'est trop sous-évalué. Enfin, c'est pas un bon deal en date d'aujourd'hui. Mais c'est peut-être même un très, très bon deal parce que la croissance séculaire, elle est là, elle est bien présente. Certes, le prix qu'on paye en date d'aujourd'hui est peut-être très élevé. Mais en termes de pondération dans le portefeuille, on ira peut-être à 1%. De telle sorte que si le marché nous propose un meilleur prix demain, qu'on puisse rajouter à nos compositions. Mais je ne peux pas dire que Dexcom est surévalué. Vous allez parler de GLP-1. Les deux vont ensemble. Les deux, au contraire, c'est même un élément. Le GLP-1 pourrait même être un catalyseur pour ces entreprises. Bref, je dis ça, je ne dis rien. Allez-y, regardez. Encore une fois, le narratif peut changer en lisant les rapports financiers, en écoutant les conférences calls. Qu'est-ce que les concurrents disent? Dans le secteur d'activité, comment est-ce que ça se passe? Allez-y, regardez les amis. Je reviens ici, je termine parce que je parle de Dexcom et de Abbott ici pour que ce soit un exemple réel. Comme ça, de vos côtés, vous pourrez aller approfondir. Donc, on termine ici notre note. Ici, l'intensité par rapport à la compétition interne dans le secteur, parmi les concurrents internes dans ce secteur d'activité, ceux qui sont déjà établis, l'intensité est indéniablement élevée. Dans des segments où plusieurs entreprises sont présentes, la concurrence est souvent féroce car celles qui développent le produit le plus efficace ont de grandes chances de s'adjuger la plus grosse part du gâteau. Parfois, donc, le first mover advantage est souvent très important ici. À cela s'ajoute le fait que les cycles de vie des dispositifs médicaux peuvent être courts. Donc, il faut constamment innover. Les versions de nouvelle génération peuvent arriver sur le marché en seulement 1 an ou 2 après les précédentes, donc obligeant les entreprises à innover constamment. Regardez la recherche et développement. Normalement, aucune entreprise ne devrait voir son volume de recherche et développement baisser dans ce secteur d'activité, surtout quand elle gagne de l'argent.
Donc ainsi, même lorsqu'une entreprise atteint une position de dominance technologique dans un domaine particulier, cette suprématie est rarement durable. De nombreuses sociétés bien financées sont constamment à l'affût de nouveaux marchés à forte croissance. Il y en a, hein? Il y en a à l'appel. Donc on aurait pu citer le diabète, la robotique, donc tout ce qui concerne les robots chirurgicaux ici. Vous avez également le domaine orthopédique ici, la chirurgie orthopédique, donc notamment avec le remplacement des hanches et ce genre de choses-là. Bref, il y en a. OK? Donc, de nombreuses sociétés bien financées sont constamment à l'affût de nouveaux marchés à forte croissance, prêtes à y investir massivement, que ce soit par le biais de la recherche et développement interne ou par des acquisitions stratégiques. Il y a encore des acquisitions ici. Fusion-acquisition, très élevée dans ce secteur d'activité. Et ça va continuer. En définitive, l'exploration de l'industrie des équipements et fournitures médicales révèle un paysage d'innovation intense et d'importance vitale, mais aussi un champ de bataille concurrentiel où les règles sont strictes et les acteurs nombreux. Saisir la cartographie générale de ces influences est un préalable instructif pour appréhender la complexité du secteur. Maintenant, vous êtes prêts à apprécier au-delà des chiffres les entreprises dans ce secteur d'activité. Mais retenez cependant ceci. La simple connaissance de la structure concurrentielle d'un secteur, aussi pointue soit-elle, ne se traduit pas automatiquement par la capacité à y identifier les opportunités d'investissement les plus prometteuses. Cela requiert une attitude à sonder bien plus profondément, donc au niveau des entreprises, au cœur même des modèles d'affaires, des avantages distinctifs et du potentiel intrinsèque de chaque acteur. Donc, face à cette réalité, et ça c'est une question que je vous pose, et si l'on aspire à aller au-delà de la simple observation pour potentiellement participer au succès futur, donc en y investant bien sûr, comment peut-on alors acquérir et aiguiser, parce que acquérir c'est bien, et acquérir et aiguiser la méthodologie d'analyse rigoureuse indispensable pour déceler avec une plus grande confiance les entreprises véritablement positionnées pour une croissance et une création de valeur sur le long terme dans un tel environnement. Mettez-moi ça en commentaire et on se donne rendez-vous dans le club pour ceux qui veulent répondre à cette question de manière générale. Vous allez retrouver la watchlist ici également. Bref, je vous laisse aller voir cette page-là, mais la note en question sera disponible dans le club également et ainsi que les prochaines. Enfin, ça c'est une note d'analyse concurrentielle, généralement c'est correct. De toute façon, j'en ai parlé sur les vidéos précédentes ici. Donc, vous voyez donc que c'est très important de comprendre dans quel environnement concurrentiel une entreprise qui nous intéresse évolue. OK? Comme ça nous permet de mieux appréhender le futur. C'est un beau business, oui, mais il y a des concurrents. Qu'est-ce qu'ils font de mieux que les concurrents, etc. C'est important, c'est même déterminant de manière générale parce qu'une entreprise n'évolue pas dans un domaine complètement isolé. Bref, il y a toujours une dynamique derrière. Maintenant, vous avez la dynamique concurrentielle. Je vous ai posé une question de manière générale. Vous savez où est-ce que vous devez me répondre. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Merci.